Conakry, 19 février 2015 au sommaire, comment améliorer la gouvernance foncière en Guinée. La question est au centre des préoccupations du ministère de la Ville. Une rencontre se tient à cet effet ici à Conakry. La politique agricole du gouvernement marque des points avec l'amélioration de la production agricole. Des actions doivent être centrées sur la relance des unités industrielles. L'importance de la parole chez les Mandingues, c'est le titre de l'ouvrage de notre compatriote Alassane Chérif, disponible à l'Harmattan Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur une série de décrets du chef de l'État. Décret D/2015-022 PRG SGG portant nomination de certains cadres militaires et civils à des postes de responsabilité à la direction de cabinet du ministère de la Défense nationale. Le président de la République décrète, article 1er, les officiers généraux, supérieurs et cadres civils dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. 1. Directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. Général des corps d'armée Aboubakar Sidiki Kamara, confirmé. Directeur général des ressources humaines. Colonel Ali Moussa Kamara, confirmé. Directeur général adjoint des ressources humaines. Lieutenant-colonel Mamadou Yaoune, précédemment chancelier. Directeur général des domaines et infrastructures militaires, lieutenant-colonel François Torneau, confirmé. Directeur général adjoint des domaines et infrastructures militaires, lieutenant-colonel Nyankwe Pogomou, bataillon de génie militaire. Directeur général de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, colonel Alimou Koulibaly, confirmé. Directeur général adjoint de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, lieutenant-colonel Adama Sissé, confirmé. Directeur général du patrimoine historique, archives et musées des armées, M. Pépé Sévérin Théa, précédemment directeur général adjoint du musée national. Directeur général adjoint du patrimoine historique, archives et musées des armées, colonel Sénat Camara, confirmé. Directeur général de l'intendance militaire, colonel Ibrahima Kali Kouyaté, confirmé. Directeur général adjoint de l'intendance militaire, colonel Sekou Souaré, confirmé. Directeur général des pensions militaires et anciens combattants, colonel Seloubari, confirmé. Directeur général adjoint des pensions militaires et anciens combattants, commandant Mangamori Bangoura, confirmé. Directeur général des affaires juridiques et du contentieux, M. Mamadou Ndiaye, juriste. Directeur général adjoint des affaires juridiques et du contentieux, colonel Omar Baldé, gendarmerie nationale. Décret portant nomination de certains cadres militaires et civils à des postes de responsabilité au cabinet du ministère de la Défense nationale. Le président de la République décrète, article 1er, les officiers généraux supérieurs et cadres civils dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après. 1. Chef de cabinet, colonel Tidiane Diallo, confirmé. Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, lieutenant-colonel Michel Tankiano, précédemment intendant 2e région militaire Labé. Secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, commandant Miao Kourouman, précédemment intendant adjoint 1e région militaire Kindia. Conseiller politique près du ministère, Dr Yeliman Ousmane Kouyaté, confirmé. Conseiller diplomatique près du ministère, M. Cheikh Abdul Kamara, ancien ambassadeur. Conseiller juridique et du contentieux près du ministre, M. Nouha Traoré, juriste, professeur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Conseiller économique et financier près du ministre, lieutenant-colonel Mamadou Sandé, ancien ministre. Conseiller logistique près du ministre, colonel Alpha Saliou Bari, confirmé. Conseiller terre, théâtre, national,
près du ministre, colonel Omar Sano, ancien chef d'état-major général des armées. Conseiller maire, près du ministre et point focal, préfecture maritime, capitaine de vaisseau, Mourana Conté, armée de mer. Conseiller air, ressources humaines et organisation près du ministre, général de brigade aérien Nabi Ibrahima Souma, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Conseiller gendarmerie nationale, près du ministre, colonel François Béavogui, ancien chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale. 13. Conseiller santé, près du ministre et point focal VIH-Sida. Colonel Lamine Diallo, direction générale du service de santé des armées. Conseiller formation près du ministre, colonel Ousmane Conté, précédemment directeur général adjoint des ressources humaines. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 février 2015, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination de certains cadres militaires et civils à des postes de responsabilité au sein des services rattachés au ministre de la Défense nationale. Le président de la République décrète, article 1er, les officiers généraux supérieurs et cadres civils dont les prénoms et noms suivants sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Inspecteur général des forces armées, colonel Alpha Ousmane Diallo, confirmé. Inspecteur général adjoint des forces armées, colonel Abdoulaye Keïta, confirmé. Président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, général de brigade Bambo Fofana, confirmé. Directeur de l'information et des relations publiques des armées, M. Louis-Auguste Leroy, journaliste, ancien directeur du bureau de presse de la présidence de la République. Directeur adjoint de l'information et des relations publiques des armées, lieutenant-colonel Bakary Kourouma, presse militaire. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 19 février 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis ce message, départ à son Excellence M. Alaji Dr Yaya Jammeh, président de la République de Gambie-Banjul. Excellence, Monsieur le Président, la célébration de la fête de l'indépendance de votre pays m'offre l'occasion d'adresser au peuple et au gouvernement gambien et à vous personnellement mes sincères félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous renouveler ma ferme détermination à œuvrer avec vous au raffermissement et à la consolidation des liens fraternels d'amitié et de coopération existants entre la République sœur de Gambie et la République de Guinée. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, les vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous-même ainsi que ceux de paix, de bonheur et de prospérité pour le peuple frère gambien. Très haute et fraternelle considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité encore, l'Union européenne vient d'octroyer un important lot de matériel informatique à l'Institut national de la statistique et à 4 autres départements ministériels, ce dont devrait permettre aux bénéficiaires de recueillir des données fiables pour faciliter la planification de la politique de développement du gouvernement. Younous Atawel Kamara. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités statistiques avec pour leitmotiv le suivi de la réduction de la pauvreté. D'une valeur de 110 000 €, ce matériel est destiné au département de la santé, de l'enseignement supérieur, l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement technique, ainsi que l'Institut national de la statistique. C'est un accompagnement de l'Union européenne. Tout comme les ministères sectoriels et les autres PTF, ont de plus en plus besoin de statistiques fiables et disponibles dans les délais pour assurer un pilotage et un suivi efficace de la mise en œuvre des politiques publiques.
Le projet Parc a enregistré des avancées, notamment l'élaboration de l'avant-projet de la loi statistique et sa promulgation, la visibilité des statistiques à l'INS et l'accompagnement du 3e recensement général de la population et de l'habitation. Outre le matériel, l'INS a désormais son site web. Ces équipements sont venus à un bon moment où l'Institut national de la statistique, qui est en train de réaliser une très grosse opération qu'on appelle le recensement général de la population, et qui réalise également d'autres opérations de collecte dans le cadre de la production des indices de prix, des indices harmonisés, et aussi au niveau de certains documents de recherche comme les enquêtes démographiques et de santé, les enquêtes à indicateurs multiples. Et donc c'est des équipements qui vont renforcer les capacités de l'Institut national de la statistique afin de répondre de manière efficace et efficiente sur la demande des données de qualité, des données fiables que le gouvernement assigne à cet institut. Si des efforts sont en cours dans le domaine statistique, on note cependant quelques défis à relever. Nous devons exister maintenant physiquement. Il faut qu'on ait un siège. Un institut sans siège n'est pas encore un institut. Il faut qu'on ait notre conseil d'administration. Il faut qu'on ait, aussi le Conseil national de la statistique. Ce sont ces organes-là et ces infrastructures qui vont donner la personnalité de l'Institut national de la statistique. La planification de la politique de développement dépend des données statistiques fiables et disponibles. Et puis ce reportage qui vient de nous parvenir à l'instant même, le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Damata Albert Camara, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 19 février 2015 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 10 et 17 février 2015. 3. Décision. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a renouvelé son appel à la vigilance et à la sensibilisation pour la réussite de la campagne contre l'épidémie Ebola. Il a demandé qu'une session du Conseil des ministres soit consacrée à l'harmonisation de la programmation, de l'exécution et du suivi-évaluation des investissements publics afin que les projets d'investissement bénéficient d'une meilleure diligence. Le chef de l'État a invité le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place ou la régularisation des conseils d'administration au niveau des établissements et entreprises publiques concernés. Il a invité les membres du gouvernement à collaborer avec les médias publics et privés pour une circulation optimale de l'information. Dans la perspective de la conférence du 3 mars à Bruxelles consacrée à l'après-Ebola, le président de la République a demandé une large implication de tous les acteurs concernés par les travaux préparatoires. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 10 et 17 février 2015 comme suit. Pour la session du 10 février 2015, au titre des communications, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a fait une communication relative au passage de la Guinée à la 21e session de l'examen périodique universel dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Au cours de cette session, qui s'est tenue du 19 au 30 janvier 2015, le ministre a présenté la situation des droits de l'homme dans notre pays. Après avoir fait état des réactions et du dialogue interactif qui ont suivi sa présentation, le ministre a présenté au Conseil les 194 recommandations réparties en 12 thématiques principales. Le Conseil a mis en place une commission interministérielle présidée par le ministre d'État en charge de la justice pour présenter au gouvernement un rapport relatif à l'examen des recommandations qui sera partagé avec un certain nombre d'acteurs institutionnels et de la société civile. Le ministre de l'Emploi, du Travail, de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, a présenté l'évolution et les perspectives de la communication gouvernementale. Le ministre a fait un exposé sur les activités réalisées par la cellule de communication du gouvernement, telles que
la création de nouveaux outils de communication digitale selon une cohérence et une articulation à même de mieux informer les citoyens et de donner une meilleure visibilité à l'action gouvernementale. Le passage des membres du gouvernement dans plusieurs médias, la mise en réseau des différents départements à travers des points focaux chargés de relayer les activités des ministères dans les médias. Le ministre a ensuite proposé plusieurs méthodes de gestion et de diffusion des informations relatives à leurs activités. Le Conseil a demandé le renforcement de la collaboration entre tous les départements intervenants dans la chaîne de production et de diffusion de l'information. Pour la session du 17 février 2015, au titre des communications, le ministre de la Santé a fait une communication relative au niveau d'exécution du programme de riposte contre le virus Ebola. Le ministre a présenté les dernières statistiques relatives à l'évolution de l'épidémie et les activités en cours sur le terrain. Le ministre a ensuite rappelé les grands défis qui restent à relever, notamment la surveillance épidémiologique, la mobilisation sociale, la communication, la sécurité des équipes, des sites et des biens matériels et logistiques. Il a enfin exposé au Conseil les stratégies d'intervention visant à mettre fin à la progression de la maladie dans un bref délai. Au terme des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé de la poursuite de la mission des membres du gouvernement à l'intérieur du pays pour impulser l'implication des collectivités locales et autorités administratives en vue d'éradiquer l'épidémie à virus Ebola sur tout le territoire. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, a présenté une communication relative aux préparatifs de la conférence de Bruxelles du 3 mars 2015. Cette conférence est initiée par nos partenaires internationaux pour trouver les moyens de la relance socio-économique post-Ebola. Le ministre a expliqué que les travaux préparatoires permettront de présenter un plan de relance suffisamment abouti pour permettre de trouver les moyens de sa mise en œuvre. Ils permettront d'obtenir un diagnostic macroéconomique et sectoriel selon une méthodologie qui s'attachera à évaluer les chocs subis par notre économie, la vulnérabilité des différents secteurs socio-économiques, les réponses politiques, les risques et les besoins. Le Conseil a demandé la poursuite des travaux préparatoires en tenant compte du calendrier de la conférence et des objectifs à atteindre. Avant de lever la séance, le Président a donné de larges informations sur l'actualité internationale et notamment les travaux de la réunion des chefs d'État de la Mano River Union du 15 février 2015. Le Conseil des ministres. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le gouvernement guinéen multiplie les contacts. Ce soir, le Premier ministre, chef du gouvernement, a conféré avec les détenteurs des cabinets et cliniques privées de Conakry, compte rendu signé Ousmane Bangoura et Kabassouma. Cette rencontre d'échange d'idées et d'informations du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana avec les détenteurs des cabinets et cliniques privées de la capitale s'inscrit dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces cadres venus des différents quartiers de Conakry s'engagent à accompagner le gouvernement dans sa campagne Zéro Ebola en 60 jours. Nous sommes déterminés à 100%, à la fois pour le gouvernement, mais surtout pour la population. Nous sommes là pour eux, nous sommes là pour aider ces gens. Alors, c'est vrai que nous sommes en première ligne face à la réception de ces patients. Nous savons ce qu'il faut faire. C'est vrai que nous avons besoin d'appui, et c'est ce que nous avons exprimé aujourd'hui, cet appui-là. Et je pense que si nous avons cet appui, la lutte sera encore plus efficace. Dans cette lutte, le secteur privé n'attend pas qu'on les appelle. Parce qu'à partir du moment où ils sont installés pour veiller sur la santé de la population, quand il y a une maladie de ce genre, chacun doit se lever pour venir lutter ensemble contre cette épidémie. Parce que d'une part ou d'autre, ils seront affectés. S'ils ne sont pas affectés parce que il y a eu des morts de médecins, ils seront affectés parce que leur clientèle va baisser. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a, au nom du chef de l'État, demandé l'implication du personnel soignant évoluant dans les structures privées. Ebola n'est pas une affaire du gouvernement seul, c'est une affaire de la Guinée. Les conséquences se ressentent à tous les niveaux. C'est pour ça que je voudrais réitérer encore cet appel du chef de l'État à l'endroit de nous autres, qui avez un devoir sacré de donner la vie aux populations. Nous avons décidé désormais de criminaliser certains actes liés à la riposte contre l'Ebola, notamment le fait de retenir un malade. Et vous avez lancé tous un appel solennel
pour que chacun joue sa partition. Le Premier ministre a mis à profit cette rencontre pour rappeler aux agents de ces structures sanitaires à jouer leur rôle régalien, celui de protéger les populations, tout en renforçant la vigilance. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire vers l'Organisation des États généraux sur la gouvernance foncière. Une rencontre se tient à cet effet ici à Conakry. Elle regroupe tous les acteurs impliqués dans la gestion foncière. La démarche devrait aboutir à la mise en place d'un système visant à limiter les conflits domaniaux. Reportage signé Saint-Martin. La Guinée reste confrontée à de réels conflits fonciers. Le constat est perceptible aussi bien en milieu urbain que rural. En zone urbaine, par exemple, les litiges domaniaux portent essentiellement sur les droits de propriété et les transactions qui s'opèrent au niveau des délimitations, des cessions ou des prêts, l'héritage et le bail. Face à cette problématique, les professionnels, experts et spécialistes de la gestion des terres se retrouvent. Ils échangent sur les résultats des études du cadre d'analyse sur la gouvernance foncière. Alors, à quoi nous allons aboutir? Nous allons aboutir à des résultats qui vont permettre à l'administration de mieux gérer le foncier sur l'ensemble du territoire national. Le projet est donc conçu par la Banque mondiale et ses partenaires avec le financement de l'Union européenne à hauteur de près de 300 000 €. Le foncier est une problématique essentielle pour la paix dans le pays et pour le développement futur. Il est important qu'on arrive à gérer le foncier de telle sorte qu'il y ait une clarté dans la gestion des terres, clarté pour tout le monde. Cet outil, une fois adopté, permettra au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire de garantir et de sécuriser les droits de propriété en vue de promouvoir les investissements publics et privés. Un titre foncier n'a pas besoin d'être discuté. Il n'a même pas besoin d'être renvoyé à la justice. S'il est dûment établi, il est correctement établi, il est légalement établi, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un qui a un titre foncier et celui-là qui n'a pas de titre foncier à la justice pour aller les juger. Mais il faut d'abord que nous-mêmes qui faisons ces titres fonciers, que nous leur donnons leur importance. Nous tenons à leur importance et qu'on sache que c'est un élément fondamental dans la gestion foncière. À travers les indicateurs de 9 panels axés essentiellement sur la gestion du foncier, les causes de conflits et les mécanismes de résolution de ces litiges, le ministère en charge des domaines entend améliorer l'aménagement territorial, le développement urbain et le climat social. Comment réduire la pauvreté et la vulnérabilité des enfants? La question préoccupe l'État et ses partenaires. Un document cadre de mise en œuvre de 12 engagements du gouvernement est en élaboration. Il s'agit de trouver des stratégies efficaces pour apaiser la souffrance des enfants. Voici le reportage de Mohamed Kamara. Cette rencontre nationale d'élaboration du plan de mise en œuvre des 12 engagements du gouvernement en matière de réduction de la pauvreté et la vulnérabilité des enfants en Guinée regroupe des acteurs en charge de la protection des enfants et les cadres du ministère de l'Action sociale. La démarche vise à produire un document cadre de mise en œuvre des engagements du gouvernement en vue de réduire la vulnérabilité et la pauvreté des enfants en Guinée. Nous sommes dans le processus de plaidoyer qui est donc initié par le ministère de l'Action sociale, qui consiste donc à faire en sorte que l'ensemble des sectoriels, l'ensemble des partenaires puissent davantage faire accorder une attention aux enfants, notamment ceux dont la situation interpelle la solidarité et surtout l'engagement de chacun et de tous. Le document en élaboration prend en compte un plan de mise en œuvre par secteur et par niveau géographique et le plan de suivi et évaluation avec les indicateurs clés en fonction des priorités par secteur. Nous venons de terminer la phase terrain, c'est-à-dire les 8 régions administratives qui se sont prononcées en termes d'activité et de moyens de suivi pour concrétiser les 12 engagements de l'État pour la réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté des enfants. Les enfants souffrent d'un certain nombre de privations parce que les différentes études, notamment l'étude EDS Mix 2012, a clairement démontré qu'il y a encore plus de la moitié des enfants qui souffrent de privations dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de santé, dans le domaine de l'information, dans le domaine du logement, dans le domaine d'accès à l'eau potable.
Sur un total estimé à plus de 5 millions d'enfants de moins de 18 ans, 3 millions vivent dans la pauvreté, un défi auquel le gouvernement et ses partenaires comptent relever au bout de 3 ans. Dans le même registre, un atelier de validation des documents de la politique de coopération internationale vient de se tenir ici à Conakry. Objectif, examiner et amender ce document. La rencontre a été initiée par le ministère de la Coopération. Haya Ramatoulaye Touré fait le point. Est la première étape de validation du document. Il réunit toutes les parties prenantes au processus de coopération et de développement. Il va permettre aux participants d'examiner le projet et de formuler des propositions de correction et d'amendement pour formuler des recommandations. Les 2 documents constitueront, après leur adoption, des véritables instruments de politique de développement pour notre gouvernement, qui se force, depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de doter notre pays de tout l'arsenal juridique et réglementaire nécessaire à cette transformation en un pays émergent. Ce document, une fois élaboré, aura sûrement un impact positif sur le développement socio-économique de notre pays. Nos partenaires au développement, les organisations de la société civile, le secteur privé, et tous ces acteurs-là ont besoin de ce document pour aider la Guinée à aller vers une coopération plus efficace et lui permettant de faire face aux défis figurant dans les documents fondamentaux que nous avons, le plan quinquennal, la vision de développement et le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Ce document en cours d'élaboration compte 45 pages et 7 chapitres. Il définit le cadre normatif devant réglementer le partenariat avec les pays et les agences de développement international. Dans l'actualité encore, l'étude d'impact environnemental et social du projet Yanjian vient d'être validée à Conakry. Cette étude touche tous les aspects pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Mohamed Sankwa a suivi la rencontre. L'exploitation des mines du projet Yanjian à Bouquet pourrait commencer les années à venir. Et comme l'exige la réglementation en la matière, Roussal commande l'étude d'impact environnemental et social. La présente rencontre marque la validation de ce document par les experts du secteur des mines et de l'environnement. Au développement durable, d'accord, impliquer, d'accord, la communauté, d'accord, pour la mise en place de ce projet. Tous les aspects pouvant faciliter la cohabitation pacifique entre la compagnie des bauxites et d'alumine de Yanjian et la communauté ont été pris en compte. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures sociales, de l'aménagement des plaines et de la formation des cadres. Chaque projet, avant d'être mis en œuvre, et pendant sa mise en œuvre, observe les règles strictes de l'environnement et assure la cohabitation entre les riverains et le projet. Le projet compte générer 500 emplois à cette première phase, un nombre pouvant être multiplié au moment de la production. Pour ce projet, Roussal va utiliser l'une des technologies rarement utilisées dans les autres mines pour l'exploitation de la bauxite du projet Yanjian. Il n'y aura pas d'explosifs, d'accord, pour ce projet, et cela va aider les populations, la communauté, vraiment à ne pas être impactée par rapport au projet. Les travaux pourraient commencer dès la remise du certificat de conformité environnementale. Ainsi, Bouquet sera doté d'un autoport, de chemin de fer et de route made in Roussal. La première dame de la République a procédé ce jeudi au lancement officiel des cantines scolaires à Fria. 15 écoles primaires bénéficient de ce projet du PAM, Programme alimentaire mondial, avec l'appui du Canada et du Japon. Haya Yenekonde a également offert des vivres aux familles des victimes d'Ebola. Ansoumane Toumani Kamara reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. Les femmes des départements ministériels, du secteur privé et de la société civile étaient hier chez la première dame de la République. La rencontre a permis d'échanger sur la lutte contre le virus Ebola et la consolidation de la paix en Guinée. Haya Adama Magasuba, reportage.
Elles sont venues des différents départements ministériels, du secteur privé, de la société civile, des institutions républicaines, bref, des femmes de tous bords pour échanger avec l'épouse du chef de l'État sur les questions qui les préoccupent. C'est la secrétaire générale du ministère du Commerce, porte-parole des femmes, qui a planté le décor de la rencontre. Madame Haga Hawa Keïta a rassuré la première dame de la République de leur engagement à raffermir l'unité nationale. Nous savons aujourd'hui en Guinée que les femmes guinéennes sont braves. Économiquement, elles font beaucoup d'efforts pour rehausser, pour soutenir leur famille, malgré la pauvreté qui s'est féminisée dans notre pays. Nous avons des programmes qui sont mis en œuvre par des institutions, par des départements, pour aider ces femmes. Nous savons aussi que ces femmes sont souvent laissées pour compte. Quand vous prenez dans les nominations, quand vous prenez, même au niveau de l'Assemblée, vous verrez que le quota n'a jamais été respecté. Aujourd'hui, elles sont venues vers vous, elles n'ont pas attendu que vous les appeliez. Elles sont tout de suite venues, elles se sont organisées, ces belles dames, elles sont venues vers vous pour vous soutenir, pour vous dire qu'elles sont là. Vous pouvez compter sur elles. Nous allons faire un programme, nous allons faire un plan de travail qu'on va venir vous présenter. Donc prochainement, comme elle l'a dit, vous allez voir les femmes, mais avec des actions concrètes. Après avoir dénoncé la faible représentativité des femmes dans les différentes instances de l'État, les porte-paroles des femmes ont aussi flétri la pauvreté avant de rappeler que le virus Ebola a engendré beaucoup d'insuffisances sur le plan économique, ce qui, selon elles, féminise de nos jours la pauvreté. Nous souhaiterons déjà que les femmes se mettent ensemble pour combattre ces rumeurs afin que l'école puisse exister. Donc il est important qu'on se mette vraiment ensemble pour pouvoir booster cette maladie hors de nos frontières. Satisfaite de cette démarche des femmes, la première dame de la République a réitéré sa disponibilité et son engagement à appuyer les femmes de Guinée afin de leur offrir de meilleures conditions de vie. Ensemble, nous pouvons... L'administration générale des grands projets et la direction du projet Caleta poursuivent la formation des techniciens en hydroélectricité. Il s'agit de renforcer la capacité de gestion des ouvrages hydroélectriques de Caleta et d'autres en construction. Nabi Kamara signe son reportage. Formation et de perfectionnement des techniciens impliqués dans les projets hydroélectriques en Guinée comme celui de Caleta. C'est pour les outiller aux meilleures méthodes de conception, de réalisation et d'entretien des barrages. C'est Tractebel Engineering, le bureau chargé du suivi et du contrôle du projet Caleta, qui en est l'initiateur. Pour qu'un ouvrage soit réalisé, en plus de l'aspect technique, il faut savoir aussi gérer son contrat, savoir comment on règle un contrat, comment on règle un entrepreneur, comment on règle une réclamation, quels sont les droits et les devoirs de chacun. L'entrepreneur a des droits et des devoirs, et aussi le maître d'ouvrage a des droits et des devoirs. Et c'est le respect un petit peu de ces clauses qui font qu'un projet peut être un succès ou peut être un échec. Et justement, les participants à cette formation reconnaissent la qualité des cours reçus. Ça a été un réel succès par rapport d'abord aux connaissances déjà acquises. Ça a permis non seulement de consolider ce qui était là, mais ça nous a permis d'ouvrir et de comprendre le mécanisme d'aménagement des sites. Et mieux de comprendre aussi ce qui se fait à Caleta, parce que tous les exemples sont pris sur le projet de Caleta. C'est en cela que l'administration générale des grands projets et marchés publics se félicite de l'organisation de ces modules de formation à l'intention des techniciens de l'énergie qui seront les futurs gestionnaires des différents barrages dans notre pays. Ces 2 ou 3 jours nous ont vraiment permis d'être encore mieux outillés sur les concepts et sur les principes, tout comme sur ce qu'il y a à faire, en tout cas en ces domaines-là. Ce 3e module de formation en hydroélectricité a traité également des aspects risques, coûts, planning et sécurité des contrats des projets hydroélectriques. 3500 partenaires de santé sont en formation au CHI de Donka sur le mode de contrôle et de prévention du virus Ebola. C'est dans le cadre du programme de survie de la mère et de l'enfant. La formation se tient à l'initiative de l'USAID en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Suivez le reportage de Mohamed Amin Kamara.
USAID, à travers Giras Paigo, lance le programme de survie de la mère et de l'enfant face à l'épidémie d'Ebola. Ce programme a deux composantes. Il y a une composante clinique qui consiste à former le personnel de santé. Je dis personnel de santé, il s'agit des prestataires de soins et le personnel de soutien. Et aussi il y a une composante communautaire alors qui consiste à faire le suivi des contacts. Et ce programme est exécuté par deux partenaires, à savoir Jipaigo et Save Children. Malgré que la menace d'Ebola persiste, il faut qu'on termine avec Ebola. Malgré ça, il faut commencer la réhabilitation permanente institutionnelle du système de la santé publique en Guinée. Et avec ça, il faut laisser les structures ad hoc, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons lutté contre Ebola avec une structure très efficace, mais ad hoc, avec une forte participation des internationales et des Guinéens. Plusieurs prestataires de santé renforcent leurs compétences en matière de contrôle des infections et les pratiques de prévention au compte du programme. Un pool de formateurs nationaux est mis en place pour former et soutenir le personnel de santé. Comme Ebola est une maladie qui a un impact négatif sur la survie de la mère et de l'enfant, donc nous formons le personnel médical aussi par rapport à la prise en charge de ces femmes-là lorsqu'elles sont atteintes d'Ebola. Mais surtout, c'est la prévention qui est surtout importante. C'est une formation qui nous a apporté beaucoup sur le plan de l'amélioration des connaissances et des compétences. Ce sont des gestes que nous faisions quotidiennement en pensant bien faire. Mais avec la formation que nous venons de suivre, nous nous rendons compte que nous avions beaucoup de lacunes. De la zone de triage à la zone de traitement approprié, en passant par les zones d'isolement des cas suspects d'Ebola pour le dépistage, ces agents de santé apprennent des pratiques correctes et cohérentes pour éviter la propagation du virus Ebola dans les structures sanitaires du pays. Puis les habitants de Tamita, dans la préfecture de Bofa, viennent de bénéficier d'un centre de santé amélioré, vous le savez déjà. Il a été inauguré par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui envisage construire plusieurs centres de ce genre dans le pays, une action à saluer. La politique agricole du chef de l'État enregistre du succès avec l'accroissement de la production. Les paysans témoignent de leur satisfaction et l'action qui doit être accompagnée par la relance des unités industrielles. Suivez ce grand format signé Géna Bosso. L'horticulture guinéenne en difficulté depuis des décennies. Le pays peine à transformer ses fruits et légumes. Le manque d'unités industrielles est à l'origine de cette situation. La Guinée était pourtant le premier des pays exportateurs de bananes et d'ananas de l'Afrique occidentale française, avec notamment Salguidia, la société arabo-libyenne guinéenne pour le développement industriel et agricole. Aujourd'hui, cette usine, comme beaucoup d'autres, est à l'arrêt. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. On a quand même subi en Guinée une série de situations particulières. En l'occurrence, au moment de l'indépendance, nous faisions partie des pays de l'AOF, pour lesquels il avait été identifié certaines cultures, et la Guinée avait été ciblée comme grande productrice de bananes et d'ananas. Ces bananes étaient produites par une série de petits planteurs qui étaient à la base de cette exportation, et de planteurs coloniaux qui sont tous partis au moment de l'indépendance, et les planteurs locaux ont perdu cette exploitation privée de leur plantation. Et donc c'était du tout État. Nous sommes passés à une production de type communiste, où la terre appartenait à l'État et les productions aussi. À Kindia, la cité des agrumes, les paysans s'organisent en groupement pour relancer l'horticulture guinéenne. Chaque année, des milliers de tonnes de fruits et légumes sont produits dans les plantations et sites maraîchers de la ville. Faute d'unités de transformation, ces produits sont exportés de manière brute vers des pays de la sous-région. Une opportunité pour les paysans guinéens. Nous avons beaucoup d'intérêt à vendre nos produits à l'extérieur. Nous les exportons essentiellement autour de nous dans la sous-région, comme au Sénégal, à Bamako, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et en Gambie. Depuis quelques années, le gouvernement accorde un appui aux paysans pour la relance de l'horticulture urbaine et périurbaine.
Avec 212 000 $ américains injectés dans ce secteur en 2013, la production locale s'est progressivement améliorée, avec pour principal objectif garantir la sécurité alimentaire dans le pays. Pendant ce temps, la restauration des unités industrielles de transformation des fruits et légumes reste un défi à relever par le gouvernement. À Daboya, une localité de Kindia, une compagnie fruitière spécialisée dans l'exportation des mangues de Guinée vers l'Europe, fonctionne depuis 2013. En 2014, plus de 1000 tonnes de mangues se sont retrouvées sur les marchés européens à partir de cette compagnie. Les dernières années, à cause des mouches de fruits qui sévissent dans les plantations, donc la production est en train de baisser d'année en année. Donc ça, c'est une difficulté majeure que nous avons. Vous avez le problème d'électricité, vous avez le problème d'approvisionnement. Les pistes rurales sont vraiment chaotiques, donc tout ça, ça joue sur la qualité entre les champs et la plantation. L'une des difficultés des acteurs de l'horticulture guinéenne reste la conservation des fruits et légumes. Le manque de chambres froides, par exemple, entraîne la perte de plusieurs tonnes de produits par an. On ne dérogera jamais à cette parole-là. C'est ça l'importance de la parole. La parole du ventre, par exemple, la parole du ventre, c'est la parole du courage. La parole des profondeurs. La parole du foie, c'est la parole de l'énervé. C'est la parole des conflits. Le poumon, c'est la parole de l'homme épuisé, déprimé. Et quand on arrive au cœur, c'est la parole du généreux, de la parole qui fait du bien, qui apaise. Ensuite, nous avons la parole qui est dégagée pour donner une belle voix, c'est la parole de la voix Koumakan. Docteur en ethnologie clinique, Alassane Chérif est aussi président de l'association de médiation interculturelle, l'AMSK. Il est à son 3e ouvrage. Ce essai est le fruit d'une rencontre entre un psychologue et les sages de son village, qui sont les détenteurs de la parole. On a demandé au père de signer un papier comme quoi l'enfant ne refera plus de bêtises pour qu'il revienne en classe. Il dit que lui, jamais, on doit le croire sur parole et non sur écriture. Ce qui m'a poussé à aller à Cancan rencontrer les maîtres griots qui m'ont donné cette parole que je vous ai mise dans un livre. Ce livre compte 310 pages, subdivisées en 3 grandes parties. Il s'adresse aux lecteurs curieux, dont le but est d'approfondir leur connaissance sur la parole. Yéné Yassani, merci pour ce reportage. En plus bref, le ministre de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation informe les élèves, parents d'élèves et enseignants que le concours de recrutement des élèves à l'école d'excellence professeur Alpha Condé de Conakry aura lieu le dimanche 22 février 2015 au lycée Donka DCE de Dixine de 9h à 15h. À cet effet, les intéressés sont convoqués le dimanche 22 février 2015 au centre à 8h pour leur installation. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Saïd Man et Diallo. Excellente soirée, au cas où vous soyez dans le monde. À bientôt.